Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Radio Dojo. Radio Dojo, votre rendez-vous bimensuel, un mercredi sur deux à 21 h. Ouvrez les guillemets, comment peut-on être fasciné par ces combats de type obèse ou chignon-gominé? Ce n'est vraiment pas un sport d'intellectuel, le sumo. Voilà ce que déclarait Nicolas Sarkozy en 2007 dans le cadre de sa rivalité avec Jacques Chirac, qui était un grand passionné de ce sport. Et cette réflexion un peu méprisante, voire même carrément insultante, n'est hélas pas très loin de la réalité au niveau de l'image qu'on a de ce sport en France et aussi un peu en Europe de l'Ouest. C'est révélateur de cette image d'épinal que l'on a d'un sport d'Extrême-Orient qui est pourtant beaucoup plus complexe qu'on peut ne le penser. Et pour revenir un peu sur le sumo et décortiquer également ses préjugés et les idées reçues qu'on peut avoir autour de ce sport, j'ai invité quelqu'un qui connaît bien le sujet. Elle est à la base assistante mangaka, entre autres pour Kenshiro Sakamoto, donc l'auteur de Buster Kill. Passionnée par la culture japonaise, elle propose sur son Twitch du commentary sumo francophone. Je crois d'ailleurs que, jusqu'à preuve du contraire, que c'est la seule à proposer ça. Je vous demande d'accueillir Afro Lilo. Salut à toi. Bonjour. Comment vas-tu? Bon, ça va, grosse journée, mais ça va. T'as des journées assez riches de ce que j'ai vu, parce que tu étais déjà intervenu sur la chaîne de Afro Roshi pour parler de ton quotidien d'apprentissage. Ouais. Et ouais, j'ai cru comprendre que t'avais des journées assez remplies. Oui, bah c'est sûr, entre nouveaux projets de manga, le fait que je fais des streams effectivement assez réguliers sur le sumo, plein de choses, donc oui, en ce moment, les journées sont remplies, bien remplies. Eh ben écoute, on va déjà commencer par des petites questions sur toi, pour parler un peu de toi, parce que tu es aussi là pour ça. Alors j'avoue qu'au départ, j'étais un peu embêté parce que je pensais poser des questions sur ton taf d'apprenti mangaka, mais tu avais déjà fait une vidéo très large justement chez Afro Roshi. Mais c'est vrai que tu es resté plus dans l'objectif et moins dans le personnel. Du coup, si je peux me permettre, quels sont selon toi les meilleurs avantages de ton travail d'apprenti mangaka et à l'inverse les pires inconvénients? Bon, je doute que des avantages, il y en a plein, mais les principaux. Écoute, en avantage, alors en vrai ça dépend parce que déjà c'est un boulot que tu peux faire autant en télétravail qu'en présentiel. Moi je le fais en télétravail et comme je suis plus au Japon, c'est vrai que le télétravail c'est un avantage, tu vois. C'est clair. Pour pouvoir continuer à bosser. Il y a aussi le côté que en tant qu'artiste, c'est sûr que ça reste un boulot où tu dessines. Donc quand tu rêves de entre guillemets vivre de ce que tu fais, c'est déjà pas mal, tu vois. Il y a plein de gens qui rêveraient d'être à ma place et même si tu dois déjà avoir un certain niveau pour faire ce boulot-là, t'apprends beaucoup de choses, mine de rien, franchement. Bon, encore une fois, mon patron, il me demande sans arrêt de lui faire des lustres ou des châteaux parce que je suis française, des lits de faciès, tout ça. Et au début, je me suis dit, a priori, je me suis dit que ça me servirait pas à grand chose, étant donné que je dessine pas du tout des trucs historiques ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai que à force de dessiner des châteaux avec des détails ou des moulures comme ça là dans la pièce façon Versailles, je peux te dire qu'après quand tu dois dessiner un truc bête comme un frigo, le frigo tu le torches en 5 minutes, hein, vraiment. Donc de ce côté-là, c'est vraiment formateur. Et puis voilà, puis aussi pareil, c'est vrai vu que je bosse qu'avec des auteurs japonais jusqu'à présent, c'est vrai que au niveau du japonais aussi, c'est pas mal pour garder la main. Et aussi, remplir le portfolio, franchement, c'est formateur, franchement, c'est une bonne expérience. Pour les inconvénients, c'est vrai, l'inconvénient, effectivement, c'est que, je suis plus au Japon, donc par exemple, si je veux faire du présentiel pour un peu me perfectionner, etc., au niveau de faire ça à la main, je peux pas trop. En plus, pour avoir des visas, c'est très compliqué, visa artiste, voilà. J'ai eu une proposition dans une boîte pour être assistante salariée, mais c'est pas évident parce que même là, avec le sponsor d'une boîte, avoir un visa c'est complexe. Voilà. Et puis en plus, voilà, quand tu touches à des planches qui vont être publiées, etc., il y a toujours une espèce de pression de bien faire, de pas gâcher quoi que ce soit, etc. Il y a quand même une certaine pression parce que c'est pas ton travail. Mais c'est quand même un travail qui va être publié au nom de quelqu'un, etc. Donc tu peux pas entacher. La pression populaire, un peu. Tu sais que ton travail va se retrouver entre les mains de milliers de lecteurs et ça fait toujours un petit coup de pression. C'est même pas pour le lecteur, c'est vraiment pour la personne pour qui je travaille parce que il sort ce travail en son nom, tu vois. C'est plus ça. C'est parce que
c'est pas seulement un patron, c'est un maître aussi, tu vois. Donc il y a un peu ce souci j'abuse un peu sur le mot, mais de faire honneur à ton maître d'une certaine manière, tu vois. Ouais. Si t'as fait confiance. Il y a un peu ce respect de la hiérarchie au Japon, c'est ce que les arguments qu'utilisent par exemple ceux qui défendent Oda dans l'affaire avec Watsuki en disant oui mais c'est normal, c'est son ancien maître donc il se sent un peu obligé, socialement de le défendre. C'est ce que disent certains pour le défendre. Bah, c'est pas impossible. Après, moi, je pense qu'étant donné qu'ils avaient à peu près le même âge, je pense qu'à mon avis, simplement qu'il croit sincèrement, entre guillemets, si c'est son, entre guillemets, c'est mon ancien maître / ami, je pense que voilà, il défend juste son ami. Même là, je pense pas que la hiérarchie est un argument suffisant. De toute façon, on fait tous des erreurs. Mais par contre, ouais, on va en reparler. Dans le sumo, la hiérarchie est très, très, très importante, voire même un peu trop, par moment, on le verra. Mais ouais, la hiérarchie, c'est vrai que c'est important. Et pour autant, c'est pas pour autant que voilà, on peut pas avoir une relation un petit peu plus informel entre guillemets, parce que moi par exemple mon patron, je sais que un jour je lui ai demandé de me réceptionner un colis pour un truc assez rare en plus pour me le renvoyer en France. Il l'a fait de bon cœur, il m'a même envoyé des bonbons avec pour amortir le colis. Très gentil. Les bonbons japonais, les meilleurs. Non mais c'est ça, en plus c'est des bonbons longue conservation, des trucs séchés et tout, donc c'est un peu space, mais pourquoi pas. Et puis oui, par exemple, j'avais bossé en tant qu'apprenti chez un autre. Alors par contre, là, c'était vraiment pour travailler à la main avec les plumes et tout ça. Donc je bossais pas sur les planches en production parce que j'étais vraiment là en tant que apprenti, donc je faisais des exercices et j'étais pas comme les autres apprentis qui étaient payés, etc. Mais par contre, j'étais traitée comme les autres. J'avais le droit de regarder les planches qui étaient faites, etc. Pour un peu une espèce d'exercice d'observation comme les autres. J'avais le droit à ma table comme les autres et j'avais aussi le droit au repas payé par le patron le soir, etc. Avec tout le monde. Hein. Donc vraiment, c'est un côté qui se perd malheureusement parce que forcément, vu qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en télétravail ou qui bossent à distance, même si c'est vrai que le digital c'est quand même pratique, ce côté où on peut se réunir, où on a un côté où on travaille tous dans la même pièce, c'est vrai que ça commence à manquer. Et t'as des auteurs, par exemple, comme Makoto Yukimura, il en a parlé quand il était sur Angoulême. Il a dit que lui, par exemple, le côté social avec ses assistants, où on peut partager des repas, des choses comme ça, ou même des malheurs ou des deadlines un peu serrés, ça le manque. Et c'est vrai que c'est assez crucial dans notre métier parce que l'isolement, on va pas se mentir, quand t'es artiste et encore plus quand t'es artiste un peu tout seul et tout, c'est quelque chose qui est pas du tout anodin. Donc le peu de fois qu'on peut briser cet isolement ou cette solitude, franchement c'est pas mal quoi. T'as fait le Nomikai ? Alors oui, d'une certaine manière. D'une certaine manière, parce que bon, quand on allait dans des restos, on buvait un peu et tout. Mais c'est vrai que le Nomikai à proprement parler, étant donné que c'est un peu l'équivalent des afterworks, mais donc c'est beaucoup les salaryman qui font ça. Ah d'accord. Donc j'en ai pas fait tant que ça. Nous c'était vraiment plus des repas qu'on partageait. Alors que le Nomikai, souvent tu vas dans des espèces d'izakaya ou des bars, ils vont peut-être servir de la nourriture, mais c'est un peu comme les bars à tapas. On te sert la nourriture pour accompagner ta boisson. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre, les izakaya, c'est vraiment des endroits où en fait tu peux boire et bouffer, mais c'est vrai que tu viens plus pour boire que pour bouffer en réalité. C'est ça, parce que mon copain, lui, il a bossé en izakaya en fait, tout le temps qu'on y était. Donc vraiment, oui, c'est des petites portions, c'est des petits trucs, et puis oui, c'est vraiment surtout des salaryman qui vont, on va pas se mentir. D'accord. Ouais, donc clairement, revenir au Japon, ne serait-ce que pour le social, ça te manque un peu, quoi. Oui, clairement, parce que les gens sont très respectueux, très gentils. Bien sûr que il y a toujours un gap culturel qu'il y a, notamment au niveau, parce que moi, par exemple, je suis une personne très franche. Les Japonais sont pas des gens foncièrement, c'est des gens honnêtes, mais des gens qui ne sont pas francs. Donc c'est pas toujours évident quand on veut approfondir une relation, etc. De savoir ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire, ou au contraire, est-ce que les gens vont vous dire ce qu'ils pensent, que ce soit de mal ou de bien, ou pas, c'est jamais évident, ça dépend sur qui on tombe. Mais je trouve que c'est aussi enrichissant parce que, justement, je trouve que c'est beau de développer des relations en dépit des différences culturelles qu'il peut y avoir ou des choses comme ça. Donc voilà. Puis, franchement, justement, tu vois, ça c'est des choses que je trouve, parce que en France aussi, il y a des choses qu'on n'a pas au Japon qui sont bien. Enfin, chaque pays a ses inconvénients et ses avantages.
Mais c'est vrai que au niveau du travail, du professionnel, je trouve qu'au Japon, j'ai retrouvé une espèce de vraiment un côté humble et un côté modestie que ici, franchement, ça manque cruellement et que ça me gonfle un petit peu. Donc c'est vrai que de ce côté-là, ça me manque un peu. Je comprends. Après, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'on a tendance à penser que l'herbe est plus verte ailleurs, mais en fait, chaque pays a ses qualités et ses défauts. Bah écoute, on te souhaite d'y retourner. Hein, Merci. Et on va pouvoir commencer le sujet principal. Alors, évidemment, on va commencer par un truc qui a l'air tout con, mais qui est toujours essentiel, c'est de définir ce dont on va parler. Donc, première question qui me vient, qu'est-ce que tu donnerais comme définition du sumo ? Oh bah le sumo, franchement, au plus simple, c'est un sport de lutte, c'est la lutte japonaise en fronton. Franchement, voilà, c'est la lutte japonaise. C'est un peu l'équivalent chez nous de la lutte gréco-romaine en fait. Ouais, bah en vrai j'ai l'impression un peu tous les sports, tous les pays ont un peu leur lutte, parce qu'il y a des luttes dans le pays de l'Est, t'as la lutte mongole, etc. Et la lutte mongole c'est ce qui se rapproche le plus du sumo. Après il y a des prises communes avec le judo, tout ça voilà, mais parce que voilà. Mais c'est vrai que voilà, il y a quand même des gens, oui, effectivement, qui ont fait de la lutte et qui ont divergé vers le sumo, vraiment dans les pays de l'Est. Donc, ouais. Oui, parce que c'est ce que tu m'avais dit, parce que j'ai regardé pas mal de tes commentaires, un peu moins vers la suite, désolé, j'ai eu des empêchements. Mais c'est vrai que c'est ce que tu m'avais dit, c'est que il y avait beaucoup de Mongols qui venaient participer. Il y avait même pas mal de Yokozuna qui étaient d'origine mongole, parce que la lutte mongole avait ses similitudes avec la lutte sumo. Et également 2-3 Hawaïens et des gens d'Europe de l'Est, mais c'est vrai qu'en Europe de l'Ouest, comme je l'ai dit en intro, on a un peu moins cette culture-là en fait. On a un peu moins de oui, clairement. Et pour les Est européens, tu penses que c'est lié à quoi ? C'est-à-dire Parce que pour les Mongols, tu avais expliqué que c'était les similitudes avec la lutte mongole, mais qu'est-ce qui font que les Est européens se sont plus intéressés au sumo que les Européens de l'Ouest par exemple ? Ça, pour le coup, c'est vrai que j'ai la culture du pays de l'Ouest, je connais très mal, mais je sais que eux aussi, ils ont, de ce que j'ai compris, ils font plus de lutte qu'en Europe de l'Ouest, c'est plus dans leur culture, dans leurs habitudes sportives, etc. Et donc, je pense que c'est ça, parce que la preuve, quand tu regardes en France, il y a qu'un seul club, vraiment. Il y a tellement peu de pratiquants qu'ils ont même pas une fédération à eux. Ils sont rattachés à la fédération de judo, de ce que j'ai compris. Et puis, alors que, par exemple, tu prends en Ukraine, il y a un tournoi national de sumo. Il y a une fédération de sumo, voilà, dans le pays. En Bulgarie, c'est pareil. D'ailleurs, son président était un ancien, il me semble, un ancien Ozeki ou Komusubi, je sais plus, mais en tout cas, il a eu une bonne carrière en sumo professionnel, etc. Donc oui, je pense que vraiment le fait qu'ils aient peut-être plus une culture des sports de lutte que nous, voilà. Après, ça a creusé. Hein, il manque encore des informations sur le sujet, mais voilà, je pense que la différence culturelle déjà est une bonne explication, quoi. Et qu'est-ce que tu voudrais répondre à Sarkozy sur la citation que j'ai dit en intro ? Bon, elle était un peu. J'avais fait exprès de la placer pour faire un côté un peu choc, mais. Ah, t'inquiète, vas-y, redis-la. J'ai juste entendu les cheveux gominés. Alors oui, parce que je pense que ça a dû t'énerver sur le moment. Alors comment peut-on être fasciné ? Alors sachant que c'était par rapport à sa rivalité avec Chirac, je pense qu'il a fait ça juste pour provoquer l'autre. Comment peut-on être fasciné par ces combats de type obèse au chignon gominé ? Ce n'est vraiment pas un sport d'intellectuel, le sumo. Bah bon, déjà le chignon gominé, je vois pas. En fait, là j'ai envie de te dire en quoi c'est mal. Genre là, vraiment le chignon gominé, je comprends pas, tu vois, parce que je suis désolée, les mecs avec les cheveux gominés à la télé ou quoi, bah c'est pas mieux, tu vois, franchement, je sais pas. Et ensuite, évidemment, le côté, c'est pas un truc d'intellectuel, donc ça traite à la fois les pratiquants et les gens qui regardent de gens stupides, donc c'est pas cool. Et ensuite d'obèses, ah bah alors là c'est vraiment le cliché ultime de ouais, les sumo c'est des obèses, donc par opposition, cliché, un obèse c'est pas un sportif, quoi. Alors que c'est faux, vraiment, les sumo, s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas leur reprocher, c'est que en termes de régime et de prise de masse, ils sont extrêmement rigoureux et il suffit pas d'être juste gros, il faut vraiment un équilibre entre la masse graisseuse et la masse musculaire. Et justement, ceux qui ne montent pas dans la hiérarchie et tout ça, on peut le voir en regardant les divisions les plus basses, c'est justement des mecs qui n'ont pas su gérer
leur masse et qui ont trop de masse graisseuse ou des choses comme ça, ou alors qui se sont blessés. Donc non, vraiment ceux qui sont justement en haut de la hiérarchie et qui font, qui donnent l'image du sport et qui le font briller, c'est justement ceux qui ont su bien gérer leur régime, leur masse musculaire, qui se sont construits un physique, etc. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre quand je regardais tes streams, c'est que quand j'ai vu, j'ai dit non, c'est pas juste le côté c'est des gros, c'est vraiment des athlètes. Et d'ailleurs, de ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'ils suivent vraiment un entraînement rigoureux et drastique. Oh bah ça je te le fais pas dire. Franchement, si tu regardes, ce qui est bien, c'est que sur YouTube, t'as quand même pas mal d'écuries qui ont des chaînes YouTube qui documentent leurs entraînements, etc. Quand tu regardes, je suis désolée, tu pourrais faire un entraînement de sumo à Sarkozy, il tient pas 5 minutes. Hein, Et ça consiste en quoi, pas non plus de manière détaillée, mais en résumé, en quoi consiste l'entraînement d'un sumo pour que les gens se fassent une idée de ce que ça représente? Déjà, grosso modo, il y a de la préparation physique, donc il y a des pompes, il y a des exercices avec des haltères, avec également comment ça s'appelle, où tu travailles le poids de corps. Il y a aussi beaucoup d'exercices avec voilà où ils essayent de faire des espèces de squats avec des trucs lourds dans la main, donc ça va être des haltères, des poids. Il y en a même il y a le lutteur Takayasu par exemple, lui il a une sorte d'énorme tube rempli d'eau. Qu'il tient à bout de bras comme ça. Alors la plupart du temps c'est des sacs de sable, mais lui il fait ça avec de l'eau. Alors peut-être parce que l'eau c'est plus lourd, je sais pas, je me rends pas compte. Et ensuite globalement ça va être outre les entraînements au combat, hein, c'est un exercice classique, hein, voilà. C'est beaucoup de travail de la stabilité, c'est-à-dire qu'il faut vraiment marcher les pieds ancrés au sol, il faut marcher le long du doyo, etc. Donc soit en faisant une chenille et en faisant le tour, soit en traversant le doyo de part en part, etc. Alors un coup ça va être marcher en étant le plus bas possible, vraiment toujours les pieds ancrés au sol, tout en, alors souvent l'exercice aussi commun c'est de pousser dans le vide. C'est un peu comme le shadowboxing où tu dois un peu taper dans le vide, sauf qu'eux, ils doivent avancer les pieds ancrés dans le sol, ils doivent simuler des frappes de paume avec les mains devant eux, vraiment à la manière d'un boxeur qui s'imagine un adversaire imaginaire. Également, ils doivent durcir des parties de leur corps, par exemple le front en tapant contre un poteau de bois, les paumes c'est pareil. Donc vraiment, ouais, le renforcement des parties importantes, évidemment exercice au combat, et puis surtout vraiment exercice de stabilité, et surtout l'essence du sumo, c'est les shiko. Les shiko, c'est des levées de jambes et de cuisses comme ça. Il faut la garder levée un certain temps, puis la reposer avec tout son poids, et il faut faire ça non-stop, plusieurs répétitions sans s'arrêter. C'est vraiment de la musculation de cuisses intensive, parce que comme on dit souvent dans le sumo, pour pouvoir réussir à pousser son adversaire, il faut avoir des cuisses vraiment musclées, il faut avoir des cuisses solides, quoi. D'accord, ouais. Ouais, c'est vraiment un travail d'équilibre. C'est vraiment. Oui. Mais d'ailleurs, je me rappelle à un moment, j'avais vu. Bon, tu m'avais dit que c'était une vidéo de Nick Di Giovanni qui faisait de la cuisine pour un lutteur sumo. D'ailleurs, j'ai appris que sumotori, c'est un nom qui est surtout utilisé en France, qu'au Japon, c'est un autre mot. Je crois que c'est Rishiki, je crois, c'est ça, ou Rikishi. Ouais, Rikishi, ouais, Rikishi, ça veut littéralement dire lutteur. Pas sumotori, ça, c'est un mot qui n'est pas faux du tout. C'est juste que c'est vrai que c'est un mot qu'on j'entends moins. Rikishi, c'est beaucoup plus usité, tu vois. Donc, il faisait de la cuisine pour un Rikishi. Et il montrait à un moment comment préparer le chankonabe. Et bon, tu me confirmes si c'est vrai ou pas. Le chankonabe, en règle générale, ils mettent du poulet parce que dans la tradition, en fait, le poulet, comme il tient sur deux jambes, ça apporte à l'équilibre. Enfin, c'est un truc comme ça. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, c'est une superstition. Justement, dans le manga Inomaru Sumo, tu as justement un passage qui explique ça, et j'ai fait, c'est rigolo, une superstition comme ça. Bon, après, j'ai envie de te dire, le sport ayant un côté assez religieux, c'est pas très étonnant, c'est rigolo. Oui, c'est rattaché au shintoïsme, non? Le sumo. C'est ça, exactement, tout à fait. D'ailleurs, le yokozuna, la corde qu'il porte, alors j'ai oublié le nom exact encore, mais justement, la corde est très proche des cordages que tu vois dans les temples, qui justement délimitent l'extérieur de l'espace sacré. Donc, c'est très lié à la religion, effectivement. Juste on précise, parce qu'il y a des néophytes qui nous écoutent. Donc, en fait, yokozuna, ozeki, tous ces mots-là, c'est des rangs en fait. Yokozuna c'est le rang ultime, Ozeki c'est le second, et les autres, là parce que j'ai fait des recherches, il y a Sekiwake, Komusubi et Maegashira, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Alors ça, ce sont tous les rangs en première division, voilà, dans l'ordre, du plus grand au plus bas. D'accord. Et ouais, Yokozuna, c'est vraiment le haut rang. D'ailleurs, je crois que par exemple, chez les lutteurs hawaïens, ils sont arrivés maximum Ozeki en fait. Il y en a aucun parce qu'il y a eu deux trois lutteurs Alors hawaïens. en hawaïen, on en a deux qui ont réussi à devenir Yokozuna. Il y en a un d'ailleurs qui a sa propre écurie. Et qui a d'ailleurs un apprenti qui est lui-même hawaïen, parce que malheureusement la fédération limite les écuries à un lutteur étranger par écurie, donc pas plus. Et les Est-Européens, Donc ils ont juste atteint maximum Ozeki, de ce que tu m'as dit. ça par contre au niveau européen tout court, parce que oui effectivement le plus haut rang qui a été atteint c'est Ozeki, notamment le lutteur l'ex Ozeki bulgare Kotoshu, qui lui il a aussi une écurie, une écurie qui s'appelle écurie Naruto d'ailleurs, c'est assez rigolo. Et effectivement, donc c'est vrai que mine de rien, surtout actuellement dans les lutteurs actifs, il y a que deux Européens. Donc j'ai notamment un qui est assez jeune, qui a que 21 ans, qui là au prochain tournoi il sera Sekiwake. Donc j'espère pour lui franchement qu'il marche, parce qu'il il a toujours eu plus de victoires que de défaites à ces tournois. Il a commencé en 2023, donc au même moment que le Yokozuna actuel qui a 25 ans, sauf que lui il a commencé en bas de l'échelle, comme il n'est pas japonais de nationalité, il a pas réussi à avoir de passe droit pourtant alors qu'il a eu une bonne carrière en amateur, et c'est quand même intéressant. Donc j'espère pour lui qu'il aura un beau parcours et qu'il réussira à être le premier européen à conquérir ce titre, que même quand on y réfléchit, même au niveau américain, il n'y a que deux Hawaïens qui ont réussi quoi. Ouais, il y en avait. Je sais que le premier à l'avoir atteint, parce qu'il était apparu sur une vidéo de Guga, vous sentez vraiment le néophyte de base qui s'est renseigné sur le sumo avec à la base avec des vidéos de youtubeurs américains. Mais il y avait, je crois, Konishiki qui était le premier à avoir atteint le rang Ozeki à l'époque. Et ouais, qui était intervenu dans la vidéo de Guga. Et tiens, ça nous permettra un peu de parler de la hiérarchie chez les lutteurs. Parce que tu m'avais expliqué qu'il y avait une grosse importance dans... Salut Léon Millionberry et bienvenue sur le stream. C'est que visiblement il y a une grosse importance de la hiérarchie chez les lutteurs. Et que souvent dans les écuries, c'est souvent les débutants, enfin les bleus, qui font par exemple les principales corvées, de ce que j'ai compris. Oui, c'est un système très hiérarchisé là-dessus, c'est-à-dire que oui, effectivement, en fait déjà à partir du moment où tu regardes la pyramide, il y a 6 divisions. La première division étant elle-même divisée comme on l'a dit, en différents rangs. Ouais. On est donc à partir de la deuxième division, c'est seulement à partir de celle-là qu'on est considéré comme un lutteur professionnel, donc plus comme un apprenti, donc ce qu'on appelle les sekitori. Et c'est seulement à partir du rang de Komusubi qu'on entre dans une autre phase des sekitori qu'on appelle les sanyaku. Donc c'est vraiment les sekitori les plus puissants. Et à partir de là, effectivement, quand on n'est pas un sekitori par essence, on est entre guillemets vassal. Et donc, alors évidemment, bien sûr, c'est sûr que ceux qui sont en 4e division et ceux qui sont en 6e, donc le 6e c'est la dernière, bien sûr que va y avoir une espèce de gap où ceux qui sont en 6e division, ils vont faire plus de corvées, en tout cas ils vont en apprendre de ceux qui sont au-dessus d'eux, etc. Mais ça n'empêche que voilà, les sekitori, c'est ceux qui se lèvent le plus tard, qui ont le droit de se lever plus tard pour aller à l'entraînement. Ils ont le droit d'avoir une chambre pour eux. Ils sont pas obligés de dormir avec tous les autres dans la même chambre. Ils peuvent aussi avoir un appartement s'ils le souhaitent. Ils ont le droit de se marier. Et puis aussi, c'est eux qui mangent en premier. Donc il y a vraiment tout un système de en fait c'est ceux qui sont puissants qui ont le droit à des avantages comme ça divers et variés quoi. D'accord, ouais. Ce qui me semble cohérent, hein, c'est voilà, t'es un petit jeune, donc t'as beaucoup à apprendre, donc tu nous écoutes et voilà quoi. Ouais, et d'ailleurs en particulier le statut de Tsukebito, les Tsukebito, c'est vraiment les assistants des sekitori, donc c'est vraiment un assistant personnel, hein, donc il va porter les affaires pendant les tournois, il va fournir il va aller chercher l'eau, ça fait un peu stagiaire quand même, mais c'est vraiment ça le principe. Il y en a même certains qui abusent un peu, on va pas se mentir, mais à la base, c'est quand même une coutume destinée à former les plus jeunes aux coutumes de ce sport qui est quand même avec beaucoup de rituels, etc. Donc
Donc voilà, encore une fois, c'est à la base, ça part pas d'une mauvaise intention, même si parfois il y a des abus, quoi. Mais quelque part, en fait, quand tu démarres en bas de l'échelle comme ça et que ça te motive, tu te dis, je vais essayer d'aller plus haut, comme ça, voilà. Quelque part, ça peut me motiver à monter un peu plus haut dans la hiérarchie, non? Ah oui, bah c'est clairement ça. C'est si tu veux avoir ta propre chambre, bah faut que tu deviennes plus fort, c'est tout. Il y a un peu une idée de dépassement de soi aussi, qui est un peu, enfin, ça motive un peu le dépassement de soi dans le sport. Oui, c'est ça. Et puis de toute manière, les Sekitoli, c'est aussi pour ça qu'ils se lèvent plus tard, entre guillemets, c'est que le matin, plutôt, ce sont du coup ceux qui ne sont donc alors j'ai oublié le nom exactement par les apprentis, mais qui s'entraînent. Et ensuite, quand les Sekitoli arrivent, c'est les Sekitoli qui ont pour quand même devoir de former les plus jeunes, donc notamment en faisant un exercice qui est pareil assez très routinier dans le sumo, c'est le Butskari Keiko. En gros, c'est comme un match classique, sauf que là, en fait, on a les Sekitoli enfin, chacun peut alterner les rôles, mais le plus souvent, c'est un Sekitoli qui va, pareil, s'ancrer les pieds dans le sol, ne pas bouger, qui va écarter les bras, et on a, du coup, le lutteur en face qui va, partir se faire une espèce de squat, et il va vraiment, percuter le lutteur, il va essayer de le pousser jusqu'au bout du doyo, etc. Et il faut recommencer comme ça plusieurs fois d'affilée. Il y a vraiment ce côté de vas-y, t'es épuisé, allez, pousse plus fort, etc. Allez, tu recommences. Voilà, c'est vraiment un exercice typique que font les Sekitoli pour entraîner, outre pareil toujours les entraînements au combat, etc. D'accord. Attends, qu'est-ce que tu veux toi? Mon chat qui est en train de m'emmerder. Tiens, laissez tranquille, oui. Bon, allez, je le présente à la caméra parce qu'il a envie de se faire remarquer. Voilà. Oh. Voilà. Est-ce qu'il y a une idée reçue que tu entends sur le sumo sur lequel tu voudrais revenir? Franchement, à part le côté ouais, c'est des gros qui se tapent, j'en ai pas beaucoup parce que justement en fait, les gens ne se fient qu'aux apparences et comme c'est un sport très niche où il y a beaucoup de culture, de détails que si on n'a jamais été au Japon, si on ne s'est pas intéressé au sport, ce que les gens ne font pas, et les gens ne savent pas, à part les simples apparences de ouais c'est des gros qui se tapent, en fait les gens n'ont pas grand chose à dire sur le sport. En fait justement, étant donné que c'est la critique la plus faite, en fait, ça démontre autant le côté, oui, effectivement, les gens jugent sans connaître, mais aussi le fait que les gens n'ont rien de plus, pas plus de critiques à faire parce qu'ils n'en savent rien. Donc, ça montre le vide un peu abyssal de leur connaissance du sujet, quoi. Après, est-ce que c'est vrai que là, parce que j'ai cru comprendre que même au Japon, là, le sumo devient un peu moins populaire au détriment de d'autres sports comme le baseball et le football, c'est vrai ça? Que c'est pas le plus populaire, c'est moins populaire que le football ou le baseball, ça je veux bien le croire. Après, est-ce que en ce moment c'est moins populaire? J'avoue, je pense que c'est quand même plus populaire qu'il y a une certaine période, puisqu'il y a encore pas mal d'années, justement, il y avait encore beaucoup de personnes âgées qui suivaient ça. Et c'est vrai que comme maintenant il y a les réseaux sociaux, qu'il y a quand même justement des lutteurs qui sont sur les réseaux sociaux, etc. Les écuries ont aussi des comptes, ils ont des chaînes YouTube, et du coup forcément il y a le côté fatal que ils ont un peu plus de facilité à communiquer avec des gens plus jeunes, etc. Pareil, les sumo, c'est un peu comme dans tout autre un peu divertissement qu'il y a au Japon, que ce soit les idoles ou les mangas, etc. Il y aura toujours des fan clubs qui vont se constituer. On a même des fans des fans jeunes, qui collectionnent des cartes, j'ai même vu. Alors ça c'était dans un reportage et tout ça où il y avait une meuf, elle s'était fait dédicacer des vieilles chaussettes de lutteurs, etc. Tu te dis oula, incroyable. Les cartes, ok. Franchement, les cartes, ok. Pareil aussi, un truc qui est... Alors ça, pour le coup, c'est un truc sympa d'avoir un lutteur, c'est en fait, ils prennent des shikishi. Les shikishi, c'est des espèces de cartons à dédicace qu'on a souvent, que même les mangaka font assez régulièrement. Sauf que eux, au lieu... Alors, ils vont signer, mais surtout, ils vont mettre leur paume dans de la peinture et mettre leur empreinte sur le carton à dédicace en plus d'une signature. Ça, c'est vraiment un classique de souvenirs assez sympa d'avoir un lutteur, et ça pareil je veux bien, mais les chaussettes non, bref, je veux pas avoir de chaussettes, faut pas abuser non plus.
Mais c'est vrai que c'était un truc qu'on avait remarqué lors du Radio Dojo avec Dimitri Seraki sur le thème du Mika. C'est vrai que nous, quand on dit otaku en France, on pense forcément manga, jeux vidéo. Sauf qu'en fait, le terme otaku au Japon, comme ça définit le passionné au sens propre, tu as des otaku de bagnole, tu as ce qu'on appelle les military otaku qui aiment bien tout ce qui est un peu navire de guerre et machin. Donc des otaku de sumo, techniquement, ça peut exister en fait. Oh oui, bah, ça existerait certainement. C'est juste qu'effectivement, quand on dit otaku sans autre mot devant, par défaut, ça désigne effectivement les gens qui aiment bien, tout ce qui se rapporte aux mangas, aux animés, à l'informatique. Enfin, vraiment, le nerd, le geek, un peu classique par défaut. Mais par contre, oui, après, il y a toutes les dérivés qui existent. Voilà, il y a des otaku de chats et des otaku de, même ou des otaku très spécifiques. Par exemple, le otaku de mecha. Vraiment juste de méca, tu vois. Ouais. Alors mais genre j'ai des potes à moi, c'est que ça. Hein. Ils ont des Gundam partout dans leur chambre, c'est un truc de fou. Et moi, quand j'étais allé au Japon pendant 2 semaines, il y a un truc qui m'aura toujours surpris, c'est les spots qui ne vendent que des trucs en rapport avec le Shinkansen et les JR. Ça, ces trucs, ils ont un délire avec les maquettes de train, mais c'est pire que nous. Non, mais c'est ça. Mais moi, j'ai même croisé dans le métro ou dans la rue, des fois des enfants, des jeunes enfants qui avaient des jouets train, mais pas des jouets train, tu sais, un peu génériques comme nous on a pu avoir étant enfant. Vraiment, c'est des jouets officiels, estampillés JR. C'est genre vraiment la reproduction du métro que je prends le matin. J'étais comme ça en mode ah ouais, genre c'est comme si moi étant gamine j'avais eu un jouet RERD quoi. Vraiment c'est effectivement de ce côté-là c'est vrai qu'il y a une grande culture des trains. Il y a aussi des gens qui sont très impliqués quand il y a des inaugurations de nouvelles lignes, tout ça. Donc il y a même un film Détective Conan qui se passe dans un train. Donc au bout d'un moment, qui est très bien, le Scarlet Bullet, très très bon film. Il est excellent et surtout, alors j'ai pas envie de spoiler, mais la scène avec Akai qui tire sur le train et qui se dit je pense que ça devrait aller, et la balle elle arrive 15 minutes plus tard. Ouf. Non mais en fait, on disait avec des potes pour rigoler, on a dit en fait Détective Conan c'est comme un film de Détective Conan, c'est comme un album de Nickelback, tu oublies à quel point c'est stylé avant de te le remettre. Bon, en même temps, Conan, je suis désolée, il y a un film par an depuis 20 ans, sauf l'année du Covid, évidemment. C'est Conan, c'est vraiment, c'est infini, voilà, c'est une institution, le bordel, hein. Je voulais, pour revenir au sujet, pour recentrer un peu, il y avait alors j'avais vu ça à l'époque dans une revue, je ne sais même plus laquelle, j'avais vu ça dans Les Gamins, dans une revue pour jeunes, ça m'a interpellé, et je me suis dit, je saurais pas dire si c'est vrai ou pas, parce que même dans des revues officielles, on peut dire des conneries, tu vois. Mais est-ce que c'est vrai que pendant un temps, les rikishi étaient vus comme des canons de beauté au Japon? C'est vrai ou pas ça? Bah, même c'est toujours le cas en fait, Okay. parce que déjà les rikishi par défaut on dit souvent qu'ils sont considérés comme des demi-dieux, mais encore une fois effectivement vu qu'il y a un côté très rituel, très comment ça s'appelle, très religieux, bah c'est vrai que même si je vois peu de gens en parler, bah c'est un peu vrai. Et puis aussi oui, en fait les lutteurs ils ont vraiment cette aura déjà ça reste des sportifs de haut niveau. Donc effectivement, et puis comme ils se construisent quand même un physique, mine de rien quand ils s'entraînent on voit les muscles etc, donc on peut pas dire qu'encore une fois c'est juste des mecs qui ont juste de la masse graisseuse. Il y a quand même une certaine, pour les gens qui apprécient les corps musclés etc, on peut pas dire qu'il y a du muscle quand même, déjà. Et puis oui, alors après, je cache pas qu'effectivement le fait que ce soit des gens qui soient très respectés, donc il y a un côté argument d'autorité. En plus, c'est des gens, encore une fois, quand t'es Sekitori, tu gagnes pas mal d'argent. Donc ouais, je pense qu'il y a un côté fame un peu comme pourrait l'avoir, je sais pas, un influenceur ou une star de cinéma ou quelque chose comme ça. Voilà. Mais oui, effectivement, il y a vraiment, disons que c'est un sport qui est dur. Donc les gens qui arrivent à monter dans le classement et à se maintenir là, il y a une espèce de respect naturel, un peu comme finalement, moi je sais que quand je disais que j'étais assistante mangaka au Japon, la plupart des gens prenaient ça avec un certain respect en se disant ah oui c'est pas donné à tout le monde, ou voire même en mode mais ça va, c'est pas trop dur. Donc même si ça peut être pris comme de la pitié, mais si c'est de la pitié, c'est maladroit. C'est pas de la vraie pitié conscientisée. Ça n'empêche que voilà, il y a une espèce de respect faut avoir du courage pour aller dans ce genre de carrière. Bah en fait, je pense surtout que
Je pense surtout qu'en fait, en tout cas en Europe francophone, on a encore en tête le livre Stupeur et tremblement d'Amélie Nothomb, où elle avait fait une description très très anxiogène du monde du travail japonais. Donc les gens ils se disent forcément, oh Japon, ah bah ça a dû être tellement dur, tu vois, c'est tout de suite ils pensent à ce bouquin-là. Ce qui est marrant, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont lu ce bouquin-là, mais la réputation de ce bouquin-là, c'est d'avoir retranscrit une image assez froide du monde du travail au Japon. Donc les gens se disent automatiquement, ah le Japon ça doit être dur, alors que de ce que tu me dis, il y a des qualités, il y a des défauts, enfin bref, c'est comme tout. Après, franchement, soyons honnêtes, même si ça se traduit pas de la même manière ou sous la même forme, je suis désolée, mais le monde du travail au Japon, il y a les mêmes travers que dans ce qu'il y a dans le monde du travail aujourd'hui. Le fait que ton travail est parfois, entre guillemets, peut être accaparé par les managers ou va être assez déprécié. Le fait que la femme est aussi parfois très souvent vue comme c'est pas celle qui va monter le plus dans la hiérarchie, ou vas-y t'es enceinte, vas-y c'est même pas la peine, tu vas fonder une famille, tu vas t'occuper de la maison, c'est pas la peine plus la peine de te faire bosser ou des choses comme ça. Je suis désolée, même si en France on a peut-être en fait, il y a le vrai point pour moi qui est différent entre la France et le Japon au niveau du travail, c'est que le Japon a des lois pour protéger les travailleurs. Elles existent. Faut pas croire que, alors peut-être qu'effectivement en France elles sont peut-être plus élaborées ou qu'elles sont plus nombreuses ou plus poussées. C'est pas impossible. Je connais pas le code de la loi japonaise encore très très bien. Mais par contre, en revanche, le vrai souci, c'est aussi le rapport à ces lois et à leurs droits qu'ont les Japonais, parce que il y a vraiment ce côté collectif un peu trop poussé par moment où, quitte à penser collectif, on s'oublie. Et du coup, le classique quand un travailleur a un problème, c'est ouais non mais je vais pas me plaindre parce que oh là là personne ne le fait, ça va déranger, etc. Alors que en France, je suis désolée, pour le coup là, je trouve que le côté individualiste a ses avantages on ne se gêne pas, ou en tout cas moins. Je suis désolée, mon patron me fait des crasses, je vais aller au prud'homme. Alors on va faire grève parce que je sais pas, notre boîte fait des choses pas dans les règles, etc. Voilà, alors qu'au Japon, des manifestations, ça existe. Il y en a pour des vrais sujets importants, etc., que ça touche les gens. Mais quand on a une personne individuellement qui a des problèmes, elle va rarement se plaindre, elle va rarement avoir recourir à un avocat ou porter plainte, alors qu'elle le pourrait et qu'il y a des lois pour ça. Mais c'est compliqué. Vraiment, c'est vraiment le côté je ne veux pas déranger, je prends sur moi sans arrêt pour le bien de la communauté. Alors que oui, la communauté c'est bien, mais la communauté elle fait pas grand chose pour toi non plus dans ces moments-là. Donc parfois, il faut faire la part des choses dans ces moments-là. Bon, on a un peu divergé, mais pour recentrer... C'est vrai que c'est toujours ça, Radio Dojo, on finit toujours par diverger sur un autre sujet. Enfin, je sais pas que moi. Non, mais ça, c'est dans tous les Radio Dojo que je fais, il y a toujours un moment où on diverge un peu. Mais il y avait un truc aussi qui m'avait surpris, parce que je t'avais dit à l'époque... je t'ai dit à l'époque, c'était il y a quelques jours, quand j'étais sur un live commentary, je t'avais expliqué, mon seul regret, parce que je suis parti que 2 semaines au Japon, c'était de ne pas avoir vu des matchs de sumo. Et tu m'avais expliqué que c'est pas aussi évident que ça, qu'il y en avait je crois un tous les 2 mois, et que c'était compliqué d'assister à ce genre de match. C'est pas compliqué, c'est juste que quand on est touriste, parce que moi j'y étais toute une année, donc une année j'avais pas mal d'occasions d'y aller et tout, mais effectivement pour voir des matchs, j'ai bien dit des matchs, parce que voir des entraînements de sumo c'est effectivement pas très difficile, surtout quand on est sur Tokyo, parce que la plupart des écuries sont concentrées à Tokyo et souvent dans le même arrondissement, autour du Kokugikan, là où il y a les matchs. Effectivement, alors pas toutes les écuries, mais il y en a au moins une ou quelques-unes qui ont parfois des plannings en anglais, et du coup quand les plannings sont favorables, c'est possible de venir gratuitement assister aux entraînements. Après, il y a aussi des tours guides qui sont payants, où on peut carrément entrer dans l'écurie, parce que les gens qui ont le droit de rentrer dans l'écurie et de s'asseoir derrière le maître pour assister aux entraînements, c'est réservé aux gens qui payent une cotisation à l'écurie, un peu comme tu ferais pour une association, et qui font partie d'une espèce de comité de soutien. Donc on paye l'écurie, on la soutient financièrement en échange de pouvoir recevoir des news, recevoir les classements bien emballés dans une lettre, etc., d'être informé des événements, donc c'est plutôt intéressant. Et sinon, pour les matchs, effectivement, oui, soit il faut assister aux tournois. Les tournois, ça va, parce que c'est quand même 15 jours de tournoi.
Et chaque tournoi, c'est effectivement un mois sur 2, donc il y en a à peu près 6 par an. Donc voilà, mais c'est juste qu'effectivement, si on est touriste, faut organiser son voyage au bon moment. Les billets, il faut quand même les prendre à l'avance parce que ça peut très vite partir. Même si, voilà, en vrai, ça se fait, hein, sans problème. On n'est pas non plus sur un concert de Taylor Swift, quoi, ça va pas partir... ça va pas faire planter le site, tu vois, genre en 24 heures, ça va, t'as le temps. Mais effectivement, faut pas trop faire ça au dernier moment, disons. C'est comme le premier concert de Hatsune Miku à Paris, je me rappelle, le site avait littéralement planté dès son ouverture. Oui, non, mais ça m'étonne même pas. Voilà. Et puis ensuite, bah, évidemment, c'est cher quand même, c'est un coût. Et après, sinon, alors plus dur parce que là, il y a vraiment de date précise, c'est la tournée. En gros, chaque année, la fédération fait une tournée dans tout le pays où en gros ils font des événements de sumo. Alors souvent, c'est toujours la même chose, mais dans plusieurs villes du Japon, ils font vraiment une espèce, comme un concert qui ferait une tournée dans plusieurs villes, etc. Et effectivement, là, faut être dans la bonne ville, à la bonne date, au bon moment. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que ça coûte rien. Il y a vraiment, en plus, c'est dans un cadre un petit peu plus décontracté parce qu'il y a des matchs, mais c'est vraiment des matchs amicaux. Il y a des démonstrations, par exemple, vraiment qui sont là pour le côté culturel. Il y a le Shokkili, par exemple. Shokkili, c'est vraiment une explication comique des règles du sumo, mais où en fait les lutteurs se mettent en scène en faisant n'importe quoi, genre en se balançant le sel dans la tête, c'est évidemment interdit. En agrippant le mec par les cheveux, c'est interdit aussi. Enfin bref, ils font n'importe quoi sur scène. C'est vraiment comme une espèce de stand-up, mais sous forme de combat de sumo. C'est intéressant. Il y a les combats aussi des gamins. Parfois, on a même des lutteurs qui amènent leurs enfants sur le ring pour faire des faux combats avec eux. C'est très mignon. Donc voilà. Donc effectivement, ça c'est le côté. Si on peut y assister, c'est moins cher et c'est plus décontracté. Et c'est vraiment c'est plus convivial quelque part. Voilà, tout à fait, exactement. Donc si quelqu'un vient te voir et dit voilà, je prévois de partir au Japon, oula. Ma langue a dérapé, là, je sais pas ce qui s'est passé. Je prévois de partir au Japon. Si quelqu'un te dit je prévois de partir au Japon, j'aimerais en profiter pour aller voir des matchs de sumo ou des trucs liés à la lutte sumo. Comment je procède? Tu lui conseillerais de te préparer Ouais, c'est ça, vraiment, faut juste prévoir en fait, faut soit prévoir des dates, soit prévoir un budget. Si, de toute façon, sur le site de la fédération, il y a, pareil, une version du site en anglais, avec les tournées, avec les matchs. Donc, les tournées, comme c'est des dates quand même assez précises, c'est vraiment une journée, une ville, et il faut être à la bonne ville, là, faut soit prévoir son voyage en conséquence, mais bon, pas se mentir, prévoir son voyage juste pour un événement, pour une journée, faut le faire. Donc voilà, si ça tombe pas, faut espérer que ce soit au moins pendant un tournoi. Ça c'est plus facile, il y en a 6 par an. Et là, par contre, oui, il faut prévoir un petit budget parce que le budget déjà des billets, parce que ça coûte une certaine somme. Alors c'est quand même des billets sur la journée, hein. Donc t'es pas obligé de venir le plus tôt parce que généralement en fait les étrangers pareil s'ils viennent tôt ils vont se rendre compte que c'est juste des matchs entre guillemets un peu nuls parce que c'est les plus basses divisions, même si moi je trouve ça aussi intéressant, mais voilà, c'est un billet qui est valable toute la journée, c'est toute la journée, donc t'y passes un certain temps et puis forcément t'as des boutiques de souvenirs et puis t'as aussi beaucoup de restaurants avec de la nourriture traditionnelle et tout ça, donc voilà, un petit budget bouffe pour la journée, un petit budget voilà. Il y a le musée du sumo aussi qui est compris dans le billet, donc c'est intéressant. Voilà, mais c'est juste qu'il faut prévoir un billet, surtout si on veut des places un minimum confortables et prêts. Ouais, c'est quand même un budget, hein, voilà. D'accord. Et ouais, tu parlais à un moment de matchs qui étaient un peu moins spectaculaires. C'est vrai que dans les plus basses divisions, en tout cas de ce que j'ai constaté en voyant les commentaires, une fois de plus, donc on mettra de toute façon tous les liens en description, que ce soit pour le site de la fédération de sumo, ton Twitch et également la vidéo d'Afro Roshi. Enfin bref, on mettra tous les liens en description de la rediff. Mais c'est vrai qu'il y avait, tu m'avais expliqué que dans les plus basses divisions, ils avaient tendance à c'est vrai que les combats étaient beaucoup plus courts et que c'était un peu une stratégie chez les lutteurs. En fait, c'est pas tant une stratégie qu'en fait que par la force des choses, au vu des règles du sumo, etc., les combats ne peuvent pas durer 10 000 ans d'une certaine manière. Certes, il y a effectivement le côté de faire durer un match le moins possible, effectivement, c'est éviter de gaspiller ses forces de rentrer dans une guerre d'usure, comme on dit.
Mais c'est surtout qu'en fait, voilà, encore une fois, vu que pour perdre, il y a, enfin, grosso modo, si sans détailler toutes les manières de gagner, il y a que 2 manières de perdre. C'est soit poser un genou à terre, un genou ou une main, ou voilà, soit sortir du cercle. Le cercle faisant à peine un peu plus de 4 mètres de diamètre, ouais, donc effectivement, il est plus facile de perdre contrairement à la lutte, où la lutte déjà le cercle est plus grand et puis surtout il y a le droit de poser la main par terre, donc voilà, c'est les combats par la dureté des règles, on va dire, bah ouais, tu peux vite céder, vite être sorti ou tomber, quoi. Tu trébuches, game over, quoi. C'est vraiment ça. Oui. Ah, mais c'est ça, c'est même pire que ça, parce que tu as, par exemple, t'as aussi d'autres trucs. Par exemple, alors, il y a les gestes interdits, mais ça, c'est très rare. Mais par exemple, si ta ceinture est mal serrée et qu'elle est défaite, tu perds. Également, si tu te retrouves dos à l'adversaire, dans le sumo, c'est considéré comme la mort. Parce que alors là, l'adversaire, il peut te foncer dessus, il va te prendre il va prendre la ceinture, il va te pousser jusqu'au bord. Donc ça, pareil, généralement, c'est finito, hein. Donc vraiment, ouais, faut vraiment être en face, concentré, solidement campé sur ses appuis, enfin en tout cas les pieds vraiment sur le sol, et la plante des pieds, ouais. le moins on le détache, le mieux c'est, quoi. Oui, bah c'est ça. Bah même en fait, à force d'avoir les pieds ancrés comme ça, vraiment, non seulement ils ont des fissures au niveau du talon qui s'amusent à reboucher avec une espèce de colle d'ailleurs, et puis surtout, ils ont le gros orteil qu'ils tournent le plus possible sur le côté. Donc c'est te dire à quel point ils s'agrippent vraiment à mort. Et puis ouais, par contre, ça c'est entre guillemets, du coup, des fois dans ces moments-là, tu te dis ouh, c'est dur. C'est que dans les premières divisions, enfin les dernières, pardon, c'est pas. Parfois, ça arrive de voir un mec qui glisse, quoi, et tu te dis ouais, ça c'est dur. Ça c'est le fail, la fiche de glisser ou de se comme ça péter la gueule. Un ou deux matchs auxquels t'as réagi, on a vu le mec glisser, on dit ah. Ouais, j'avoue, ça fait chier, tu vois, tu te dis ah merde, désolé pour toi, gros. des heures d'entraînement pour flancher comme as. Ouais, c'est ça. Bah, c'est pour ça qu'il y a quand même un peu des espèces de petites règles au niveau du jet sell, par exemple. Alors, jet sell, c'est vraiment vers les premières divisions, donc ça se fait pas dans les dernières. Mais c'est vrai que même au niveau des premières divisions, ils ont quand même une espèce de consigne de ouais, jetez pas trop de sel non plus parce que sinon vous allez glisser, ce serait con quand même. Et puis pareil, il y a quand même un arrosage du doyo, un passage de balai assez régulier. Oui, c'est un truc que j'ai vu, souvent il y a une interruption des combats, il y a un mec qui vient avec un râteau pour refaire le doyo. Enfin pas râteau mais un sort de balai, enfin... Un balai, ouais, voilà. Bah, en fait, ils font ça entre chaque division et entre chaque, oui, effectivement, ils font ça à la moitié. Quand il y a beaucoup de lutteurs, ouais, ils font ça à la moitié à peu près, toujours régulièrement. Donc ouais, parce que mine de rien, le doyo, il est fait en terre, il est fait à la main. Pareil, les bottes de paille, les tawara qui servent de limite du ring, pareil, elles sont rembourrées à la main, etc. Et le doyo, chaque tournoi, il est détruit puis reconstruit systématiquement. D'accord, ouais, donc c'est vraiment important. Donc en fait, c'est vraiment pour entretenir le doyo entre chaque division, ouais, on repasse à côté, quoi. Oui, bah c'est ça, parce que bon, vraiment, les gars marchent pieds nus sur du sable comme ça, donc oui, si les mecs se retrouvent à glisser, un peu comme, c'est un peu comme voilà, c'est comme les matchs de foot où si ça pleut, c'est match impraticable et les mecs risquent de se péter la gueule et tout ça, c'est un peu la même chose. D'accord, d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose sur lequel tu voulais revenir en particulier? Bah, je sais pas, il y a plein de choses à dire, franchement, entre les lutteurs qui existent, entre les mots qui existent aussi, voilà, franchement. Les mots oui, parce qu'il y a un vocabulaire spécifique? Oui, parce que, par exemple, alors que ce soit en termes ça me semble évident, on dit comme ça, évidemment, mais oui. Bah, déjà, ne serait-ce que tous les noms des techniques à utiliser pour perdre, par exemple, le classique, c'est, par exemple, quand on arrive à pousser son adversaire hors du cercle sans prise de mawashi, vraiment bah c'est le oshidashi, donc osu c'est pousser et dasu c'est sortir, donc c'est vraiment le sortir par la poussée. On a aussi le yorikiri. Le yorikiri c'est vraiment la sortie, ça ressemble un peu, en fait c'est aussi ce qu'on appelle un chemin de fer. C'est vraiment quand tu sors assez vite ton adversaire, alors là par contre c'est avec une prise de mawashi et tout, et que tu le sors
du cercle, vraiment. Le mawashi, c'est la ceinture, c'est ça, hein? Enfin, Exactement, c'est ça, voilà. Et donc ouais, et même les mawashi, tu vois, les mawashi par exemple. Alors moi au début, les couleurs, je savais pas à quoi ça servait, parce que moi, le seul référence en termes d'arts martiaux et couleurs que j'avais, c'est le judo. Le judo, c'est facile, c'est tu commences en ceinture blanche, puis jaune, puis orange, etc. Voilà. Et ceinture noire, ça veut dire je vais te défoncer, ouais. C'est un peu ça. Alors que au sumo, c'est pas pareil. Au karaté aussi, au passage. En karaté aussi, pour passage, pour en avoir fait un petit peu. Voilà, c'est ça, exactement. Alors que le sumo, c'est pas pareil. C'est-à-dire que tous les apprentis, par défaut, ont une ceinture noire. Alors, pareil, d'un tissu d'une certaine qualité, mais qui se salit assez facilement. D'ailleurs, ça se voit, hein, voilà. Et ensuite, dès qu'on passe Sekitori, là, on a un choix de couleur. Peu importe la couleur, on s'en fout, mais en tout cas, on a le droit de choisir sa couleur contrairement aux autres qui sont obligés de porter la même. Et surtout, bah là, par contre, les ceintures sont faites en soie, donc elles coûtent beaucoup plus cher. Il peut même y avoir une espèce de jointure dorée qui sont faites par le fabricant, qui sont assez jolies au bout de la ceinture. On a également des fils de soie pendant les combats qui sont, alors au début, pour les apprentis, ils sont en tissu et donc sont assez mous. Par contre, pour les Sekitori, c'est vraiment des trucs de soie tressés, bien tortillés, etc. Donc c'est très rigide et tout ça. Et là aussi, ça coûte plus cher. Donc ouais. Et pendant les entraînements, pareil, les apprentis sont en ceinture noire. Seuls les Sekitori ont le droit de porter une ceinture blanche. Donc il y a un système de couleurs, mais qui n'est pas le même. C'est l'inverse en fait. Noir c'est débutant et coloré ça veut dire c'est confirmé. Ouais, c'est ça exactement. Et pareil, même au niveau de la ceinture du yokozuna, par défaut elle est blanche, mais quand on a une cérémonie spéciale qui se fait pas souvent, hein, mais qui se fait une fois tous les X temps, on a des anciens yokozuna donc qui sont à la retraite, qui viennent refaire une cérémonie anniversaire quelque chose comme ça. Ils portent la même corde mais rouge. Rouge c'est vétéran du coup. Ouais, c'est vraiment voilà, c'est ça, c'est un ancien yokozuna qui a pris sa retraite et puis qui revient pour une petite cérémonie, voilà, tranquillou. Et s'il a subi une perte de poids entre temps, c'est encore faisable. Oui, on s'en fout du moment qu'il est vivant. On s'en fout, hein, vraiment. C'est juste pour le côté rituel, il va pas se battre. Donc, oui, je comprends. Voilà. D'ailleurs, j'étais tombé un moment sur des photos d'anciens Rikishi. T'as vu, j'ai pris le réflexe. Ouais, il faut. Où en fait, les lutteurs, au contraire, ils étaient très secs. Et à côté, il y avait des ouvrages qui montraient un sumo dans une corpulence qu'on a l'habitude de voir. Est-ce que c'était déjà arrivé dans l'histoire du Japon qu'il y ait des lutteurs un peu plus minces que d'autres? Oui, alors mince, comment dire, plutôt je veux dire athlétique, excuse-moi. Ouais, effectivement. Oh, bah oui, il y en a. Par exemple, il y a Midori Fuji. Midori Fuji, il est assez petit, mais par contre, il a des épaules et des trapèzes, mon pote. Ouais, généralement, de manière naturelle, les lutteurs qui sont plus petits, pour compenser justement ce gap de taille, ils vont beaucoup se forger un physique. Hein, et du coup, forcément, ils vont beaucoup miser sur les muscles. Et voilà, après t'en as aussi qui sont grands et qui sont musclés, hein, voilà. Mais ouais, effectivement, le physique, mine de rien, est très important. Et comme la génétique, ça joue aussi, mine de rien, on va pas se mentir, et que voilà, il y a quand même pas mal de Japonais qui ont une taille, bah voilà, encore une fois, la génétique fait qu'il y en a beaucoup qui sont petits. Et bah voilà, il faut compenser par la technique et par tout ce qu'on peut faire en termes de muscles. Donc oui, des sumos qui sont secs, il y en a et qui poussent à la salle et par exemple encore une fois le lutteur ukrainien Aonishiki, il est assez réputé pour tout faire pour se bâtir un physique et il pousse 200 kilos au développé couché à la salle, hein, donc c'est quand même pas dégueulasse, vraiment. Bon, donc voilà une info qui remet un coup à la phrase de Sarkozy de l'intro. Ça c'est fait. Non, bah, ça c'est clair. Bon, en même temps, j'ai envie de te dire, Sarkozy avec ses talonnettes, hein, normalement, il peur à personne. De toute façon, lui, à part la culture américaine, il connaît pas grand chose, le gars. Hein, donc, Oui, bon, ça, écoute. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur le code couleur. C'est vrai que du coup c'est vraiment l'inverse. Et ouais, sur tout le vocabulaire qu'il y a, donc c'est vraiment une. Mais quelque part ça m'étonne pas parce que c'est de ce que j'ai vu, le sumo ça a été mentionné pour la première fois en 712 dans le Kojiki, donc en plusieurs siècles ils avaient le temps de développer toute une discipline en fait. Parce que c'est ça, c'est un sport qui remonte à des siècles et des siècles, donc.
Ouais, bah oui, comme tu dis, ouais, voilà, ça a été vraiment cité dans les textes divins et tout ça de la création du Japon, donc c'est vraiment très ancien. Et puis même si tout n'est pas facile à documenter, encore une fois, les yokozuna sont numérotés par rapport au tout premier yokozuna qui est cité dans les textes, etc. Donc là, par exemple, on en est au niveau de l'histoire du sumo, on en est au 75e. Donc ouais, une vraie documentation, en tout cas le peu qu'il est possible de réunir du sumo 75e documentation. 75e yokozuna. Ah d'accord, ok. Voilà, 75e documentation de Yokozuna. Putain, ouais, d'accord. Donc oui, vraiment, ils comptent tous les yokozuna, etc. dans l'histoire. Voilà. Pareil, les exercices, pour la plupart, ce sont a priori les mêmes. Que voilà, c'est juste que bon, à l'époque ils avaient pas d'haltère, mais vraiment les shiko, c'est vraiment l'essence, c'est un truc qui a toujours été là, etc. Pareil, il y a vraiment eu des adaptations par rapport au monde moderne qui coulent de source, mais par exemple, encore une fois, les combats de sumo, ce n'est pas l'arbitre qui le déclenche, c'est les lutteurs. Et si les arbitres eux ont conservé une tenue assez mine de rien assez traditionnelle, il existe d'autres tenues que on peut voir d'ailleurs, que j'ai pu voir en regardant des extraits ils ont fait un tournoi qui célèbre, alors j'ai oublié le nom exactement, faut que je regarde dans, mais voilà, parce que je me trompe pas, mais vraiment quelque chose qui je me suis dit tiens, ça tombe cette année, je savais pas. Alors collection, les émissions, le sumo c'est là, oui ça c'est les 100 ans du sumo. Ils ont fait un tournoi spécial cérémonial et là ils ont vraiment réuni beaucoup de gens avec des tenues traditionnelles qu'on ne voit pas habituellement dans les tournois officiels, donc c'est assez impressionnant, et si voilà, là encore une fois pareil, pour la diffusion en télé, ils ont quand même mis des quotas où bon, au bout d'un moment, les lutteurs ils peuvent faire monter la tension, ils peuvent faire durer un peu le suspense, mais voilà, faut pas trop déconner, parce qu'il il y a des horaires à respecter. Mais auparavant, selon pareil toujours des textes, des documentations historiques, etc. Le sumo, les combats pouvaient mettre des dizaines de minutes à se lancer, voire même plus d'une heure. Donc, ce qui n'est plus possible aujourd'hui, mais voilà, c'est dire à quel point au plus possible, ils ont quand même conservé un maximum de traditions et de rituels. C'est un peu une sorte de reconstitution historique quelque part. Bah oui, c'est ça, encore une fois. En fait, le sumo, franchement, c'est un rituel et un spectacle, finalement. Ouais, c'est comme cette espèce de type qui vient avec un éventail pour réciter un truc entre chaque combat. Ouais, le yobidashi, c'est ça, qui est vraiment là. En plus, il y a vraiment ce côté un peu chanté. Je trouve que c'est très sympa, c'est très stylé. Et en plus, chacun a une voix un peu différente, donc un peu une version différente. Et il fait quoi lui, il annonce chaque match ou il fait Il annonce vraiment les deux lutteurs qui vont combattre à chaque fois, systématiquement. Donc oui, c'est vraiment... alors, je saurais pas comment traduire ça en français. Je sais qu'en anglais, ils peuvent le traduire par annonceur ou usher. Un annonceur, c'est comme... C'est un peu comme le mec durant les matchs de boxe qui dit à ma gauche, tel interprète. Et là, sauf que là, il y a un côté plus folklorique. Oui, c'est ça, exactement, exactement. Et puis ouais, c'est ça. Voilà, usher, je crois qu'en anglais ça veut dire huissier, donc un peu ce côté-là. Donc les yobidashi, en plus d'annoncer les noms des lutteurs, ils ont aussi une fonction beaucoup un peu une espèce d'intendant, effectivement, où c'est eux qui vont s'occuper du doyo, qui vont l'arroser, c'est eux qui vont donner également les serviettes aux lutteurs, qui vont remplir les bacs de sel, et voilà. Et puis d'ailleurs, les arbitres et les yobidashi, eux aussi dépendent d'une écurie pour leur formation, donc vraiment... ouais, c'est des rôles très importants pour un peu la bonne tenue du tournoi, parce que c'est aussi eux qui fabriquent le doyo, c'est eux qui vont couvrir le doyo à la fin du tournoi, etc. Donc vraiment, c'est vraiment les intendants du truc, quoi. Tu sais, il y avait cette phrase qu'on disait à l'époque une phrase qu'on disait à l'époque. Le problème, c'est que ça a commencé à énerver plein de gens. Notamment des amateurs du Japon, et aujourd'hui on l'a dit un peu pour troller, c'est le Japon et le parfait équilibre entre modernité et tradition. Et tradition. Tu vois, c'est un peu cette phrase qu'on dit, le Japon entre modernité et tradition.
Oui, non, mais cette phrase, c'est vraiment ça. On devrait inventer un point Japon. C'est un peu comme le point Godwin, mais le point Japon, ça, c'est un des trucs à dire, effectivement. Mais quelque part, il y a une part de vérité dans le sumo, c'est-à-dire que il y a vraiment ce côté tradition. On a gardé du coup cet équivalent de l'annonceur. On a gardé une bonne partie des côtés traditionnels, mais en même temps, comme tu l'as dit, ils ont standardisé certaines pratiques à tel point qu'il y a des différences entre les pratiques ancestrales. On a adapté à ça les nouvelles technologies, les diffusions télé, etc. Et maintenant, tu as même des sites de fédération où les trucs peuvent interagir. Donc, il y a quand même une part de vérité dans cette phrase-là, en tout cas dans la discipline du sumo. J'ai l'impression. Bon. Oui, c'est ça. Et le pire, c'est que mine de rien, le sumo au Japon, tous les sports qui existent, c'est le premier sport qui a fait appel à l'arbitrage vidéo. Donc c'est assez ironique d'un sport assez très national, très ritualisé, etc., de se dire qu'avant même le baseball ou le foot ou voilà, c'est eux qui ont fait appel à cette technologie. Donc c'est vraiment, c'est un vrai fait. Je trouve ça assez, effectivement, ça dénote, comme tu dis, de ce côté, oui, il y a le côté rituel. Mais c'est quand même un sport qui, pour sa survie, a dû compter, mine de rien, sur toute la nouveauté d'aujourd'hui pour survivre, et c'est pas plus mal. Et j'espère que ça comptera aussi dans la façon de comment traiter les lutteurs, également comment inclure peut-être, parce que les femmes aussi sont lutteuses, mais oui, malheureusement. J'ai vu qu'il y avait du sumo féminin, oui, j'ai vu. Ouais, mais malheureusement que en amateur, parce que du fait du côté religieux, etc. Malheureusement, il y a vraiment le côté les femmes elles ont leurs règles et le doyo est sacré. Alors c'est impur. Oui, super, merci les gars, mais nous on n'a pas choisi, voilà. Donc voilà, c'est un peu injuste. Donc j'espère un jour que les femmes pourront accéder à des entraînements professionnels, tout comme les hommes ont le droit finalement. Écoute, Inch'Allah, comme on dit, on croise les doigts. Ouais, comme tu l'avais dit, ouais, j'ai l'impression qu'en fait, cette concession aux nouvelles technologies, notamment à l'époque à l'arbitrage vidéo, est-ce que justement, j'ai voulu te poser la question, est-ce que c'est parce que justement c'est une discipline ancestrale, ils savent qu'ils doivent faire des concessions aux nouvelles technologies pour survivre? Est-ce que c'est ça qui font et tu viens de me confirmer là du coup que oui, c'est aussi un peu pour ça? C'est qu'ils savent que ils peuvent pâtir un peu de ce côté sport ancestral et du coup se contraindre à certaines concessions. Oui, et puis malheureusement, la fédération, quand on y réfléchit, ils dépendent beaucoup, alors bon, comme beaucoup de choses, mais ils dépendent quand même beaucoup de l'argent des gens, parce que il y a énormément de merch, il y a des cartes, des peluches, il y a aussi des serviettes, des curries aussi estampillées par les sumos, etc. Donc mine de rien, ça rapporte pas mal d'argent. Ils ont même des mascottes, je me rappelle les Yurukara, un peu comme les mascottes qu'on a dans les différentes régions du Japon, etc. Donc là, la fédération a ses mascottes, qui sont en fait des oiseaux. Et mais il y a carrément un univers, vraiment, chaque oiseau a un peu sa rivalité, etc. Voilà, on a le héros avec son maître, son rival et tout ça. Pourquoi des oiseaux spécifiquement? Je sais pas, peut-être parce que c'est mignon, ou peut-être possiblement un jeu de mots avec le mot sekitori, et tori ça veut dire oiseau. Donc je pense que, à mon avis, le jeu de mots vient de là. Quand j'y réfléchis, et voilà, et c'est des produits pareil dérivés qui plaisent autant aux grands, mais même si surtout pour les enfants. Donc plus pareil, il y a les petits rituels, il y a beaucoup de rituels liés aux enfants, comme le Nakizumo, c'est vraiment une espèce de faux combat de sumo avec des bébés, parce que les bébés, le plaire des bébés porterait chance sur le doyo. Donc pareil, pendant les tournées, toujours, en fait, il y a des parents qui confient leurs enfants à des sumos qui les portent à bout de bras avec un arbitre, et c'est le premier bébé qui pleure qui a gagné. Oui, je crois que c'était CSLG qui avait montré ça à un moment donné. Il y avait une cérémonie, il y avait deux gamins. Le mec il gueulait un truc, et en fait c'était à celui qui pleurait pour se débarrasser des mauvais esprits ou un truc comme ça. C'était Mathieu Sommet de SLG qui avait décortiqué. Je savais même pas que Mathieu Sommet avait fait un truc comme ça, tu vois, c'est rigolo. Faut que je retrouve l'épisode, mais à un moment il avait rigolé à un moment donné parce qu'il y en avait un, il pleurait pas, t'avais le mec qui prononçait le mot, qui le répétait, le gamin il pleurait pas, et il a fait un sketch où il dit vas-y rebelle ton contre-pouvoir place, et il mettait du gros Rage Against the Machine en fond sonore. Pour ensuite dire, ou alors peut-être qu'il va mourir. Bah quoi, je respecte la tradition en disant ça.
Ouais, bah, c'est un peu ça, finalement. Bon, là, tu vois, pour le coup, c'est normal qu'on se moque un peu parce que tu te dis, oh putain, le pauvre gamin qui pleure. Même parfois, ce que j'aime bien, c'est les séances photos. T'as souvent des familles qui viennent avec leurs gamins et où t'as tout le monde qui est tout sourire sur la photo, sauf le gamin qui est en mode, comme ça, voilà. Et tu te dis, putain, mais le pauvre gamin, comme il a rien demandé, vraiment, voilà le souvenir. Mais bon, effectivement. Donc, non, non, il y a vraiment quand même pas mal de merch. Plus les écuries qui elles-mêmes, les écuries, elles vivent quand même de comités de soutien. Comité de soutien qui est composé, alors certes de particuliers qui vont, voilà, qui vont soutenir leurs lutteurs et qui vont payer une cotisation. Plus le système de mécène dont tu as parlé pour soutenir l'écurie et qui accorde le droit d'aller à l'intérieur de l'écurie. Et ça, mais il y a aussi dans les comités de soutien, il y a aussi des gens, ça peut être des hommes d'affaires, etc. Parce que les écuries, mine de rien, il y a le maître. Donc le maître, c'est souvent voilà un ancien lutteur, etc. Qui a été nommé, etc. Qui lui-même succède à son maître, etc. Mais les écuries aussi, parfois, il y a une espèce un peu comme les restos, c'est-à-dire qu'il y a le gérant et le propriétaire. Bah là, parfois, il y a des écuries, les propriétaires, ça peut être des entreprises privées, etc. Donc oui, il y a des intérêts financiers. Et on parle aussi, évidemment, des primes en cash qui sont données au Sekitoli au niveau des combats, avec des banderoles qui défilent. Et les banderoles, elles sont payées très cher. Enfin, bon, encore que une banderole pour une grosse boîte, ça coûte pas si cher que ça, mais ça reste un prix. Donc, plus des banderoles et plus un combat a de l'importance, plus il y aura de banderoles payées par une entreprise. Donc, vraiment, la fédération dépend de financement privé. Et donc, ils ont tout intérêt à ce qu'il y ait des gens qui regardent. Et c'est donc que le sport garde un certain public, parce que sinon, les financements, pouf, ça part, quoi. J'ai envie de te dire, j'ai l'impression que tout sport qui connaît une certaine notoriété populaire, il y a toujours le blé qui finit par s'implanter. Ça a été pareil pour le foot, ça a été pareil pour le catch, ça a été pareil pour tout. Hein. Il y a toujours le blé qui finit par se mêler à l'affaire. Voilà, c'est ça. Mais sauf que le sumo, c'est pas aussi connu ou populaire que le football, donc voilà, c'est un peu plus fragile entre guillemets comme stabilité. Et pour conclure, vu qu'on a fait un bon tour d'horizon un peu de ce sport, après il y aura toujours plein de trucs à dire, mais là, comme c'est une émission qui se veut pour s'adresser aux néophytes, à ceux qui ne connaissent pas cette discipline, si quelqu'un vient te voir et te dit, voilà, écoute, suite à cette émission-là, tu m'as donné envie de m'intéresser. Bon, moi le problème c'est que j'ai pas les moyens d'aller au Japon, donc je suis confiné en tant que français ou belge ou suisse, enfin bref, en tant qu'européen francophone, et peut-être des québécois, on verra. J'ai envie de me renseigner davantage, de découvrir un peu tout cet univers. Par quoi je commence? Déjà regarder mes streams. Bien évidemment, lien en description. Lien en description. Comme on peut. Mais parce que mine de rien, en fait, mes streams, bon, pour ma gueule certes, mais aussi parce que mine de rien, pour voir des diffusions, c'est très compliqué parce que les seules diffusions qui seraient un peu apportées en dehors des diffusions japonaises, mais il faut utiliser des VPN, et puis si on parle pas japonais, alors là on l'a dans le cul. Et puis ou alors il y a les highlights de NHK qui sont un peu commentés en anglais, etc. Voilà, qui une époque était commenté en français sur la chaîne L'équipe 21, mais ça fait des années qu'ils font plus ça. Donc ouais, trouver des commentaries en francophone, etc. Encore une fois, déjà à la télé ça n'existe pas, en stream encore moins. Sinon il y a la chaîne anglophone de Midnight Sumo qui est probablement la chaîne Twitch la plus connue dans cette niche-là. Lien en description. Voilà. Effectivement, la chaîne de Queen Bee aussi, voilà, et puis il y a une autre chaîne que je connais moins, mais voilà. Donc ouais, c'est compliqué. Sinon, pourtant, au niveau site français, il y a déjà un peu plus de choses. Il y a le site d'Oskoi qui est connu, le site Full Sumo, voilà, donc comme l'indique son nom, c'est France Sumo, qui est un site d'actualité sur lequel d'ailleurs ma chaîne est répertoriée maintenant. Et voilà, effectivement, hormis ça, c'est un peu complexe de pouvoir se renseigner là-dessus. Et ensuite, voilà, en termes d'œuvres, regardez la série Sanctuary sur Netflix, qui est une bonne série, même si ça aborde le côté un peu plus sombre, mais et que du coup, il y a des personnages quand même assez caricaturales, mais qui sont quand même divertissants à regarder. Il y a pareil toute une explication sur le folklore, également sur les traditions et parfois leur côté injuste. Et pour le côté peut-être un peu plus family friendly, il y a Inomaru Sumo, qui est un manga qui est très sympa, franchement que je recommande. Alors un peu plus shonenesque, on est quand même sur un manga du Jump, mais mine de rien, il y a quand même, encore une fois, entre les chapitres,
de très bonnes explications vraiment sur le monde du sumo, sur les termes, sur le repas, sur les règles, etc. Donc moi, la plupart de ce que j'ai appris sur le sumo, c'est en lisant ce manga-là, parce qu'il y a vraiment des explications très synthétiques et très claires, très bien traduites. Voilà. Donc je pense que déjà tout ça. Ça fait déjà bien. Après, j'ignore encore s'il existe parce que j'ai déjà vu beaucoup par exemple, des photographes ou même des artistes français qui ont dépeint le sumo. Une fois, j'ai trouvé dans une bibliothèque un bouquin qui s'appelait Sumo, mais en fait, c'était juste des peintures, des représentations picturales. C'était très joli. Donc, je pense que mine de rien, les artistes ont l'air un peu plus préposés à s'intéresser à ce sport, ne serait-ce que pour le côté toute l'aura visuelle que ça dégage. Mais c'est vrai que bon, si on fouille, je me dis, je crois même qu'il y a un roman. Il y a un roman sur un garçon qui veut devenir sumo, mais un roman français. Il faudrait que je retrouve le nom. Mais voilà. Mais en dehors de ça, vraiment quand on n'y connaît rien, je pense que ouais, les sites français de sumo, Doskoi et France Sumo sont bien. On stream avec. Et puis, ouais, la chaîne de Midnight Sumo, si on comprend un petit peu l'anglais, c'est le seul qui fait vraiment des commentaries. Et puis voilà, le gars, il fait ça, quand il y a les tournois, il fait ça toute la journée, donc il y a de quoi voir. Mais d'ailleurs, quand je t'avais envoyé, parce que lorsque j'étais sur les commentaires et que je t'ai parlé des vidéos de Guga et de Nick DiGiovanni, t'avais dit que justement, dans la vidéo de Guga, il n'y avait pas que des vrais lutteurs sumo, il y avait aussi des acteurs de la série, quoi. Tu m'avais dit ça. Oui, ça, c'est un acteur qui en fait est très respecté parce qu'en fait, j'ai retrouvé pas mal de choses sur lui, voilà. Effectivement, parce que mine de rien, comme le sumo, ça attire des touristes, il y a aussi des entreprises, pareil, privées, qui font des démonstrations avec accompagnées de repas, etc., avec des acteurs. Et assez fidèles quand même, des représentations très fidèles avec les bonnes ceintures, voilà. Et effectivement, c'est pas mal pour des gens qui peut-être n'ont pas les moyens d'assister au sumo, ou alors si on est, encore une fois, si on arrive, notre voyage, c'est hors d'un tournoi, c'est des petites représentations sympas. Il y a vraiment un côté un peu attraction, mais quand même, c'est pas irrespectueux. En plus, c'est l'occasion peut-être pour les gens qui veulent, de leur faire essayer aussi, parce qu'ils peuvent revêtir une ceinture et s'essayer, alors encore avec des acteurs, donc les gens sont peut-être un peu plus indulgents, etc. Donc oui, franchement, il y a des acteurs qui sont spécialisés là-dedans. Faut dire que en même temps, le sumo, en dehors de ces exceptions-là, donc d'acteurs et de gens qui sont dans le spectacle, voilà, les coupes qu'ont les sumos, les chignons, etc., c'est interdit aux gens qui sont hors de la fédération, etc., qui sont plus lutteurs, tout ça, c'est quand même assez codifié. Donc, ouais, je pense qu'en dehors des acteurs, c'est pas possible de revêtir les mêmes tenues ou les choses comme ça, donc ça reste rare, je pense, à mon avis. D'accord. Pour Inomaru Sumo, je suis dégoûté parce que j'avais commandé à ma librairie à côté, là, ma librairie manga, j'avais commandé le premier tome, mais le problème c'est que les libraires ont dû fermer pour des raisons de santé temporairement, et du coup je l'aurais que demain. J'étais prêt à le commander, à le lire, à dire ah ouais, et non, du coup, non, tu vas devoir attendre. Je suis dégoûté. Ouais. Non, en plus, il est vraiment bien, franchement. D'ailleurs, je suis dégoûtée parce que l'auteur, après, il a enchaîné sur un manga de MMA. Sauf que là, le truc a pas rencontré le même succès. Il a fait que 3 tomes et ensuite, hop, pouf, disparu. Donc, je suis un peu deg. Bon, après, le Jump, voilà, hein, on connaît on connaît la chanson. Mais oui, c'est un bon manga parce que, en plus, au début, on commence avec le sumo lycéen. Donc même si le sumo lycéen a quelques petites différences, par exemple le fait que les arbitres ne sont pas en tenue professionnelle, le fait qu'il y a des techniques en sumo professionnel qui ne sont pas autorisées en sumo amateur, le fait qu'il y a aussi des tournois par équipe, ça c'est vraiment un truc lié au sumo amateur qu'il n'y a pas dans le professionnel, c'est vraiment le côté, on a 5 lutteurs de chaque côté, et c'est celui évidemment qui a l'équipe qui a le plus de victoires qui l'emporte, donc c'est intéressant. Et on voit toute l'évolution du héros qui entre au lycée, qui est tout petit, qui a pas la taille, mais qui se forge déjà un physique, qui est très motivé et qui a un déter de ça, mais qui est tout seul et du coup qui va devoir se constituer des compagnons un peu à la manière d'un One Piece ou d'un Kuroko no Basket, un peu dans la même veine, et qui ensuite évolue de sumo lycéen jusqu'à sumo professionnel. Et je trouve qu'il y a une belle évolution du personnage au travers au début, c'est juste un lycéen qui n'a rien d'autre que le sumo et les études. Et après, quand on devient adulte, on se confronte à d'autres problèmes qu'est-ce qu'on fait quand on a on va assumer une famille ou des relations ou des choses comme ça. Forcément, les enjeux ne sont plus les mêmes. Donc c'est très intéressant, je trouve, quand on a
vraiment pour moi le passage à l'âge adulte, c'est quelque chose personnellement que je trouve assez en termes de comment forcément comment on voit la vie et comment on gère ses passions, ses envies, c'est assez charnière, c'est vraiment un côté un passage charnière un peu, et je trouve que c'est bien de un peu plus aborder le côté mentalement, qu'est-ce que ça fait de changer des enjeux de la jeunesse aux enjeux un peu adultes, mine de rien. Et je trouve que dans ce manga-là, c'était plutôt bien abordé, c'était assez intéressant. Et ça manque un peu dans les mangas actuels, je trouve, mine de rien. Parce que souvent, ça s'arrête juste au port du lycée, ou des choses comme ça. Alors, à G21, je crois qu'il y a une partie qui se passe un peu dans le professionnel vite fait. Mais dans l'animé, par exemple, c'est totalement occulté. Dans l'animé, il n'y a que le côté lycéen. Je trouve que c'est dommage. D'ailleurs, l'animé Inomaru Sumo existe, mais je suis tellement déçue. L'animation est pas ouf, vraiment. Ils ont complètement changé l'histoire. Ils ont même rajouté une mascotte qui est même pas dans le manga de base. Donc j'étais vraiment dégoûtée. Voilà, j'espère qu'un jour il y aura une adaptation un peu plus fidèle, mais bon, passons. Donc, mais le manga est très bien. Franchement, lisez-le. Bon, pardonnez-moi pour les miaulements, c'est mon chat qui veut se remarquer. J'entends même pas. Mais ouais, non, mais c'est vrai que moi, quand tu m'as dit qu'il y avait un manga sur le sumo, je me suis dit, un Neketsu sur le sumo, c'est à la fois étrange et en même temps assez évident, vu que dans les deux cas, on parle de dépassement de soi, d'aller jusqu'au bout, parce que Neketsu, je crois que ça veut dire sang bouillant. Et donc il y avait un peu ce côté dépassement de soi, aller jusqu'au bout, aller jusqu'à un autre. Ah, et puis là vraiment le héros pour le coup c'est un pur héros de shonen typique comme on les aime et tout ça. Alors un peu quand même un peu plus sérieux et un peu plus rigide qu'un Luffy ou qu'un Naruto, etc. Mais vraiment oui, vraiment le côté alors en plus vraiment on a le pitch de base, c'est quand même un sumo qui est trop petit pour faire du sumo, c'est-à-dire lui il est en dessous des 1m60, sachant que les écuries minimum c'est 1m67 et que dans le monde réel entre guillemets le deuxième plus petit, le plus petit sumo de l'histoire, il me semble qu'il faisait 1m64, un truc comme ça, 1m65, et le deuxième, qui lui est encore actif, fait 1m67. Donc là, on est vraiment sur un sumo qui est beaucoup plus petit que dans la réalité, et qui doit faire face à ça, mais qui fait tout pour se bâtir un physique, qui s'entraîne plus que les autres, qui a vraiment une rage entre guillemets, même dans son apparence, il a une espèce de chevelure de feu, etc. Moi, je trouve que, en fait, c'est à la fois, je me dis, en fait, c'est un peu cliché, mais en même temps, c'est tellement bien fait, c'est tellement, tout est adapté au sujet, etc. Donc je me suis dit, ouais, vraiment, on a le héros classique qui, en fait, est fait pour ce sport-là, qui est fait pour se dépasser, pour entre guillemets endurer des entraînements qui sont très durs, qui n'a que ça comme obsession, et c'est pour ça que quand il y a un passage à l'âge adulte, et on commence à contraster un peu plus ce caractère de ma seule obsession c'est le sumo, en fait finalement le sumo c'est bien, mais ça reste un sport intense, un sport où on peut se blesser et voir autre chose sans pour autant abandonner, c'est aussi une autre manière d'être heureux et de vivre sa vie, et ça c'est ce que j'ai pas mal apprécié là-dedans. C'est-à-dire que même en faisant un héros très cliché et très qui a des idéaux, qui a une ligne de conduite et qui s'y tient, justement au fur et à mesure qu'il avance, il finit par heurter un mur, alors que malgré toute sa bonne volonté, tous ses entraînements, je vais m'entraîner 2 fois plus dur que les autres, et c'est justement le fait de voir le monde autour de lui, le fait d'accepter de changer ses habitudes ou de sortir un peu de ses vieux carcans, qui l'aide à évoluer en un lutteur plus fort. Donc je trouve qu'on retrouve cette thématique en fait, malheureusement, pour survivre, il faut accepter le changement, il faut accepter le nouveau pour pouvoir justement évoluer et en fait devenir meilleur finalement. Donc je trouve que c'est une très belle, c'est quelque chose de, c'est une valeur qui me tient à cœur et que je trouve j'adore les mangas du Jump, mais je trouve que les mangas récents quand même commence à perdre un petit peu, et je sais pas, il y a un charme qui se perd, il y a des valeurs importantes ou des thèmes qui commencent à se perdre, et je trouve que ce manga-là faisait encore partie de ces mangas qui, même en étant très très shonen, un peu vraiment la testostérone était présente,
et bah ça abordait quand même ces questions-là, et je me dis bah ouais, ça manque ça manque. D'accord, et ben on recommande à qui veut l'entendre d'essayer Inomaru Sumo, donc vous pouvez le lire en scan, et si vous êtes plutôt friand d'édition physique, ben vous avez de la chance parce qu'il est édité chez Glénat, donc c'est l'occasion. Et donc la série Sanctuary sur Netflix, et du coup de regarder, pour vous renseigner un peu plus sur la discipline, de regarder tous les sites qui seront en description de la rediffusion sur YouTube. Avant de conclure, on va faire aussi un petit côté promo, parce que je crois que tu as 2-3 promos à nous faire, non? Bah écoute, il y a effectivement mon stream, donc j'essaie de faire des lives toutes les semaines. Là il y a le tournoi de novembre qui commence le 11, donc là en théorie je ferai pour la plupart des lives, on sera sur une diffusion en jour plus 1. Et du coup bah forcément encore une fois je suis la seule en tout cas en francophonie qui fait ces streams. Mais sinon parallèlement à ça, et bah j'ai dessiné aussi un manga sur le sumo. Donc je me suis dit c'était l'occasion de faire la promo des deux. Pour l'instant il y a rien qui est publié parce qu'il y a encore des corrections, mais généralement ce que je fais dans ces moments-là c'est que déjà j'essaie toujours de donner accès à une espèce de bêta lecture à des gens via un drive, etc. Donc ça, je mets au courant sur mes réseaux sociaux, etc. Et ensuite, quand le manga sortira, et ben là, c'est un manga muet, donc il y aura pas d'entorse entre guillemets en termes de langue. Je traduirai quand même vite fait les onomatopées. Histoire 2, mais en dehors de ça vraiment ce sera compréhensible par tous et j'essaierai de le mettre sur le plus de sites possible, voilà donc donc voilà, restez connectés comme on dit. Et que tu nous tiendras au courant, et on mettra sur sur le Twitter de Radio Dojo, on fait souvent la promotion des travaux de nos invités, C'est donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ok. Bah écoute, je pense qu'on peut conclure cet entretien. Est-ce que tu as quelque chose à dire, un petit mot pour la fin? Franchement, merci pour l'invitation, voilà déjà. Et puis non, bah, franchement, le sumo c'est un sport cool, franchement. Déjà moi je suis pas très sportive de base, donc le fait que les combats durent pas longtemps, en fait c'est ça aussi qui m'a aidé à me mettre dans le sport, parce que par exemple les matchs de tennis, je trouve ça tellement long, tellement chiant. Vraiment, je m'ennuie. Avec tout le respect qu'on a pour les fans de tennis, d'accord, hein, c'est... Oui, bien sûr, évidemment. C'est juste moi, je n'arrive pas à accrocher tellement je trouve ça long. Même les matchs de foot, j'ai envie de m'y investir, mais voilà, le fait que le terrain soit super grand, que la caméra soit loin, et que je suis en train de pisser les yeux en mode attention, c'est qui passe là-bas, là, j'ai du mal. Voilà, donc alors que voilà, le sumo, il y a quand même une caméra, on voit bien ce qui se passe. Les matchs durent pas longtemps. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai aimé le sumo, alors qu'à la base, je suis pas une grande sportive. Donc même les gens qui sont pas très sport, qui sont voilà, vous pouvez vous intéresser à ça. Et puis voilà, juste franchement être curieux et s'intéresser à des choses qu'on ne connaît pas. Voilà, ça ne peut que nous réussir finalement. Voilà. Très bien. Bah écoute, merci pour cette conclusion. Merci aussi d'avoir accepté mon invitation. Derrière. Merci également à Évrard, parce que c'est lui un peu qui a fait le lien entre nous deux, parce qu'on avait déjà fait un stream ensemble. Donc merci à lui. On pourrait revoir l'émission sur la Dark Fantasy qu'on a fait avec Évrard. Il sera sur les rediffs YouTube. Merci à vous d'avoir assisté à cette émission de Radio Dojo. J'espère que ça vous aura plu. Rendez-vous dans 2 semaines, mercredi à 21h comme d'habitude. Bon, comme vous le savez, je vous réserve le nom du prochain invité la veille. C'est toujours comme ça que je procède. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la prochaine. Salut les frolos!